Bonsoir, bonjour à tout le monde. Le thème qui nous réunit sur ce panel hommage à Pape Diouf, qui est presse, télévision, affichage, à qui profitent les relations entre les médias et le football, puisqu'on a Michael Bayard, bon, on va commencer par lui, journaliste, Prime Vidéo, journaliste. Depuis bientôt 30 ans dans le football, d'abord en agence, puis à la radio, afin il a travaillé à la télévision ces 20 dernières années. Michael Bayard, Oui, vous me corrigez, hein, parce que là, je ne fais non, que non, lire des fiches. c'est exact. Bayard a pu observer la mutation du jeu et des acteurs de ce sport lors de ces reportages effectués dans beaucoup de clubs européens et en couvrant des compétitions internationales comme l'Euro, la Coupe du Monde. Après donc une expérience d'un an au sein d'un grand club français pour voir l'envers du décor, Michael a retrouvé la Ligue 1 et la Ligue 2 en participant au lancement de deux chaînes en OTT d'abord, Téléfoot, puis désormais Amazon Prime Video. Voilà, en termes d'expérience et surtout dans cette envie de comprendre l'envers du décor, puisque vous avez été des deux côtés de la chose. Pour commencer avec vous, ce qu'on voudrait faire peut-être, Michael, c'est de revenir avec vous sur l'évolution que vous avez observée dans cette relation entre les médias, tous les médias, et le football. Oui, tout à fait. Et alors, je vais quand même circonscrire mon intervention à ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la France. Je ne peux pas parler au nom de ce qui se passe dans tous les pays, mais je vais vous décrire un petit peu ce que j'ai vécu, moi, jeune journaliste, d'abord à la radio. Ensuite, on a vu en 1984 la première date marquante en France avec l'arrivée de Canal+, qui a mis de l'argent dans le football et qui a donc changé un petit peu la connexion entre les clubs de football et les médias à travers la télé, puisqu'avant, tout le monde faisait ce qu'il voulait, c'était gratuit. Là, il y a eu une relation un petit peu unique avec un média, le détenteur de droit. Ça, c'était la première évolution. Deuxième date clé, 1998, la France devient championne du monde de football et le foot change de dimension, ne devient plus seulement un sport regardé par les amateurs et les spécialistes, mais s'ouvre au grand public français. Les joueurs de foot deviennent comme des acteurs, comme des rockstars, attirent un nouveau public, des femmes, des jeunes, des gens qui ne regardaient pas le football. Et là, ça va changer les relations avec les médias. D'abord, ça va attirer les médias, puisque TPS va venir entrer dans la danse avec Canal+ pour une bataille de droits. Qui dit bataille de droits, eh bien, dit argent qui rentre dans le football. Celui qui détient le pouvoir devient donc la Ligue de football et les clubs par conséquent. Une bataille qui va durer jusque dans les années 2008-2018 avec l'arrivée, on en parlait avec Awa hier, de Orange sur le marché. Et puis Orange, qui ne restera qu'un moment dans cette bataille qui coûte beaucoup d'argent, sera remplacé par beIN en 2012 et puis en 2020, Mediapro, là où j'ai commencé à revenir sur la Ligue 1, et puis Amazon Prime Video. Tout ça pour vous dire que l'évolution des relations entre les footballeurs et le football et les journalistes et les médias a changé à ce moment-là. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, en suivant par exemple le FC Nantes, même en Ligue des Champions dans les années 90, on pouvait entrer dans les vestiaires, discuter avec les joueurs, les voir même se changer après un match de Coupe d'Europe. Ça paraît incongru aujourd'hui, ça paraît dingue, mais c'était une époque qui existait. C'était une époque où on avait des relations directes avec le joueur. Échange de numéros de téléphone, mise en place de reportages en direct avec les joueurs. Et puis tout ça a fini par s'organiser. Avec les clubs devenant plus puissants, on a dû passer ensuite par des attachés de presse, métier qui prenait un petit peu plus d'ampleur. Maintenant, on voulait s'adresser aux joueurs, il fallait passer par l'attaché de presse du club. L'attaché de presse du club est devenu, comme étant l'aiguilleur de ces relations foot-média, est devenu quelqu'un d'important. Ensuite, il a fallu presque avoir le numéro de portable de l'attaché de presse. Alors, c'est un comble parce qu'un attaché de presse, normalement, c'est ouvert vers la presse. Eh bien non, les attachés de presse devenaient eux-mêmes, et surtout ceux qui les ont remplacés, les directeurs de communication, devenaient même aussi des gens importants dont il était difficile d'obtenir le numéro. Et puis ça a encore évolué, puisque le club perdant un petit peu de pouvoir, le joueur gagnant de l'importance et du prestige, il a fallu ensuite passer par les agents pour pouvoir discuter avec les acteurs directs du football, à savoir les joueurs. Et
qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les clubs, voyant aussi l'argent qui était mis par les médias dans le football, ont voulu eux-mêmes créer leurs propres médias, les médias clubs, pour pouvoir gérer eux aussi la communication des médias, c'est-à-dire, on va dire, n'avoir qu'une communication positive envers les joueurs, puisque c'était les médias clubs qui dictaient les interviews, qui voulaient se servir d'abord. C'est ce qui s'est passé. Donc, petit à petit, on a écarté la pluralité des médias. Le détenteur de droits a toujours conservé des droits, mais les petits journaux, les petites radios, les gens qui étaient périphériques ont perdu du pouvoir au profit des clubs. Les clubs eux-mêmes, aujourd'hui, on l'observe, sont aussi en train de perdre le pouvoir. Donc tout ça, moi, si je fais un raccourci, je trouve que les relations commencent à profiter de plus en plus aux joueurs qui deviennent même plus puissants que leur club, puisque les médias clubs, les médias dont j'ai fait partie à Lyon, par exemple, j'ai travaillé pour le Média Club de Lyon, eh bien, et aujourd'hui, il est moins puissant que le média club d'un joueur. À l'époque, c'était Memphis Depay. Les followers et les gens qui suivaient Memphis Depay à travers son média personnel, son compte Twitter, son Instagram, étaient plus nombreux que le club eux-mêmes. Donc, le joueur était devenu de plus en plus important. Et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, l'argent continue d'être dans le football. Les interrogations sont de plus en plus nombreuses sur ce qu'ont droit de faire les médias vis-à-vis des footballeurs et des clubs. Et on le voit, le joueur a pris une telle importance qu'on est même arrivé aujourd'hui, on l'a vu cette semaine, la semaine dernière en France. Maintenant, les joueurs qui ne faisaient plus que des activations médias, entre guillemets, avec leurs sponsors ou les sponsors du club, se posent aujourd'hui même l'interrogation, dois-je avoir une connexion avec le sponsor de l'équipe de France? C'est ce qui s'est passé avec Mbappé cette semaine, qui a remis un petit peu en cause l'identité des sponsors de l'équipe de France. Est-ce que ça correspond à sa communication? Est-ce que ça correspond à sa personnalité, à sa vision politique, à sa vision d'être humain, à sa vision d'exemple? Donc voilà un petit peu l'évolution qui s'est passée pour moi ces 30 dernières années. Et donc aujourd'hui, on a des joueurs qui sont un petit peu des forteresses, mais qui disposent toujours du pouvoir. Et comme aujourd'hui, si vous voulez, la relation pour un média, avoir le joueur en interview, c'est déjà une réussite de communication. On en est même arrivé aujourd'hui, je l'ai un petit peu oublié, à fournir les questions aux agents et aux joueurs avant d'obtenir l'autorisation de faire l'interview d'un joueur. Donc, on est très proche aujourd'hui d'un homme politique, un joueur qui fait de la politique, une relation avec le média qui est très politique. Donc, à qui profite cette dérive, si on peut appeler ça comme ça? Pour l'instant, je pense que c'est les joueurs. Voilà ce que je voulais dire un peu en introduction. Oui, merci. Je pense que ce tour d'horizon est important pour voir un peu le passage, l'évolution qu'il y a eu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir rapidement, mais je pense peut-être à Walid, peut-être certainement, parce qu'il y a un aspect qui aujourd'hui le concerne directement dans cette évolution, sans voir peut-être s'il y a des similitudes avec ce qui se fait aujourd'hui sur le continent. Et peut-être, ou alors, question comme ça à la volée sur aujourd'hui cette place importante, ce pouvoir. J'ai presque envie de dire ce trop de pouvoir que les joueurs ont pris, peut-être pas simplement par la faute des sponsoring, il y a les réseaux sociaux, les médias sociaux aussi qui font que les joueurs sont, on a parlé tout à l'heure des followers, ce n'est plus les mêmes repères pour mesurer la puissance d'un média ou l'influence par rapport aux joueurs. Maintenant, c'est pas Walid, vous êtes là sur notamment le cas Mbappé. Merci Aboubakri et merci Michael pour cette introduction assez riche qui retrace un peu l'historique de la relation entre les médias et le football. Deux petits points avant de donner mon avis. Je voudrais avoir une pensée pour la famille du docteur Kabongo qui a perdu la vie cette semaine au Nigeria, là où il était en mission dans le cadre du match Nigeria-Ghana. Avant-hier. C'est ça. Donc, une pensée pour sa famille et pour toute la famille du football africain. Et je voudrais aussi féliciter les 5 nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar, en espérant qu'elles puissent représenter le continent de la meilleure des manières. Je reviens au sujet Mbappé. En effet, Michael, je pense qu'il s'agit d'une première en la matière. Et mon avis est qu'il s'agit d'un rapport de force. Si Mbappé n'avait pas l'image et la notoriété dont il dispose aujourd'hui,
je ne pense pas qu'il se serait permis d'agir de la sorte, ce qui pourrait aller dans le sens du pouvoir dont bénéficient les nouvelles stars d'aujourd'hui en exploitant les médias. Mais moi, ce qui m'inquiète plus dans cette histoire, c'est plus les potentielles dérives. Je suppose que ça va ouvrir la porte à d'autres joueurs qui peut-être refuseront de participer à des activations de partenaires de leur sélection nationale, et ce qui pourrait causer peut-être un retrait de sponsoring au niveau des fédérations et donc de ces sélections nationales. Et je vois le danger au niveau financier, puisque une bonne partie de ces revenus est redistribuée aux ligues régionales et au football amateur. Donc, il s'agit pour moi ici d'un cas qui pourrait s'avérer dangereux si d'autres cas voient le jour dans l'avenir. Merci, merci Walid. Une autre intervention, Manfatou, Awa ou Aruna sur justement on a vu l'historique dressé par Michael, mais surtout par rapport à l'état actuel des choses, que Awa, qui elle intervient de l'autre côté, est-ce que c'est des préoccupations aujourd'hui qui vous interpellent, que plus maintenant l'investissement que vous faites dans le sport, que ce soit par rapport à l'importance que les joueurs sont en train de prendre de plus en plus? Est-ce que c'est une base de réflexion, de réorientation peut-être? Je sais pas, dans les stratégies marketing, des stratégies de communication dans le foot et à travers le foot? Aboubakri, je me permets de prendre la parole sur le sujet, puisqu'effectivement, en tant que sponsor leader du foot sur le continent, d'abord, grâce au partenariat que nous avons avec la Confédération africaine de football, sponsor leader aussi au Sénégal depuis bientôt 30 ans, grâce ou par l'accompagnement que nous avons donc auprès de la Fédération sénégalaise de foot et dans un passé plus récent auprès de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Oui, tout à fait, c'est un point qui nous interpelle, mais je pense qu'il est aussi de la responsabilité des fédérations avec lesquelles nous signons de vraiment, en tout cas, cadrer en tout cas les choses de façon à ce que les joueurs aussi comprennent l'intérêt qu'il y a pour ces fédérations-là, d'avoir finalement tout un écosystème qui vient en appui aujourd'hui à ce football, et que ce football aujourd'hui est un football business dans lequel tout le monde, au-delà d'autres critères plus qualitatifs sur le patriotisme, sur des préférences de marque, mais on est vraiment dans une valorisation, en tout cas de contrats sur des droits qui coûtent excessivement cher pour des annonceurs que nous sommes, et finalement pour tout l'écosystème, et qui crée toute une chaîne de valeur que nous connaissons tous. Aujourd'hui, pour un annonceur, il est difficile en tout cas de ne pas pouvoir jouir pleinement des contreparties contractuelles qu'elle signe avec une fédération. Donc aujourd'hui, c'est Mbappé, mais nous avons vu aussi Pogba. Récemment, il y a eu aussi Cristiano Ronaldo, pareil sur le même. Donc, c'est vrai que ça pose la question. Aujourd'hui, le cas n'est pas encore sur notre continent, mais on sait qu'aujourd'hui, avec la viralité des médias, comment cela pourra se traduire assez rapidement. Mais il me semble important aussi que les contreparties contractuelles doivent être respectées pour continuer, en tout cas, à offrir ce spectacle, ce football spectacle ou ce football business selon, pour que l'ensemble des acteurs, puisqu'il s'agit bien, en fait, finalement, comme je disais tantôt, d'un écosystème, de plateformes, et qu'un joueur individuel, c'est mon avis perso, un joueur individuel ne peut pas se permettre, en tout cas, de rompre les relations contractuelles qu'une marque, quelle qu'elle soit, a signé avec sa fédération. Et je pense que c'est pour ça qu'au plus haut niveau de la Fédération française de football, donc Noël Le Graët est intervenu. Mais c'est vraiment, je pense que c'est des questions qu'il est important d'adresser pour déjà les anticiper et voir effectivement dans les orientations strates, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de façon à ce que chacune des parties puisse retrouver, j'ai envie de dire, son petit. Voilà, merci. Absolument. Merci beaucoup, Awa. C'est vrai que
à ce rythme, oui, certains joueurs individuellement risquent de prendre peut-être en otage tout un système et de remettre en cause. En principe, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, le principe un peu de solidarité qu'il y a autour, que les grands clubs, les grands noms puissent attirer des revenus qui pourront profiter à d'autres. Mais au rythme où vont les choses, c'est vrai, il y a de quoi s'interroger sans condamner personne, hein, parce qu'on est encore au stade de préservation. Chacun essaie de préserver ses intérêts. On va essayer d'écouter Aruna Diarra, qui travaille pour un club, justement, et de voir est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le cas Mbappé est peut-être le plus illustratif, mais c'est peut-être des cas que vous pouvez rencontrer, parce qu'on est à ce stade-là de l'évolution des relations entre le football et les médias et tous les médias. Effectivement, Aboubakry. Et puis, j'ai bien aimé la phrase de Michael sur la présentation où en fait, il parle surtout où est le pouvoir. Le pouvoir, avant tout, en fait, c'est le spectateur. Il faut savoir que si on a des marques, c'est parce que le spectateur, le fan, a le pouvoir et c'est le fan qui donne ce pouvoir-là aux sportifs, donc aux joueurs, mais également au club. Et dans le cas Mbappé, on peut en parler, c'est que c'est une question de droit, comme l'a dit Awa. Une fois que les droits ont été concédés, des contreparties financières qui sont arrivées aussi au niveau de la fédération, il est obligatoire pour tous les acteurs qui sont sélectionnés ou qui ont des contrats avec les clubs, de répondre aux exigences des marques parce que c'est contractuel. Donc, ça pose problème, effectivement. Et le joueur est en train de prendre un pouvoir parce qu'aujourd'hui, ils ont aussi… Un joueur est devenu maintenant une marque également à des fans, à une communauté. Et comme tu le disais tout à l'heure, via les réseaux sociaux maintenant, ils peuvent communiquer et en fait constituer leur propre communauté, leur propre base de fans. Audience. Exactement. Ouais, c'est tout l'enjeu justement dans ces débats. Encore pour continuer à remercier Michael pour vraiment cette introduction qui nous met vraiment dans le vif du sujet, surtout dans l'actualité du sujet. On va écouter Mamfatou Ndoye sur justement ce que Michael Bayer appelle la prise de pouvoir du joueur. Le footballeur a pris le pouvoir, Mamfatou. Je ne sais pas si, Aboubakry, je dois enchaîner sur mon sujet d'intervention ou tu veux juste que je réagisse Ouais, non, tu es la star, tu fais ce que tu veux. Non, même pas. Parce qu'aujourd'hui… Non, vas-y, non, mais c'est lié. J'avais fait exprès de terminer. D'accord, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit décalage. C'est pour ça, d'ailleurs, je n'ai pas voulu tout de suite réagir sur même ton interpellation par rapport aux joueurs. C'est vrai que j'étais un peu plus focus sur les clubs, moi sur l'équipe nationale, mais je pense que vous avez souvenir aussi du cas de Papis Demba Cissé à l'époque, quand il avait refusé de mettre un maillot parce qu'il y avait un pari, de paris sportif, un site de paris sportif sur son maillot. Et lui, c'était moins pour des questions d'ordre financier, mais pour des convictions religieuses. Donc, peut-être qu'à un moment donné aussi, peut-être ces cas isolés, ne peuvent pas, entre guillemets, faire les gens, mais ce sont effectivement des sujets à traiter. Maintenant, moi, je rejoins plutôt M. Bayard concernant la prise de pouvoir du joueur, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a tellement aussi personnalisé ce sport, on a tellement starisé ces personnes du fait de leur performance aussi. Bon, c'est parce que aussi ce sont des personnes qui aujourd'hui sont à des niveaux de performance entre guillemets stratosphériques, mais aujourd'hui je pense que dans la chaîne de réflexion, il faudra à un moment ou à un autre que les entités, que ce soit une fédération ou une ligue, puissent aussi
pouvoir négocier avec les joueurs ou leur faire signer peut-être des chartes avant même de pouvoir les intégrer en sélection, parce qu'il y a certaines stars à un certain niveau, honnêtement, vous ne pouvez pas, je veux dire, aller, entre guillemets, à l'encontre de leurs désirs parce qu'ils sont puissants, tout simplement. Donc, aujourd'hui, Mbappé, entre guillemets, a ouvert une boîte de Pandore, mais la réflexion, elle devra se poser à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on privilégie l'intérêt individuel? Malheureusement, on est dans un sport collectif, mais où l'intérêt individuel est le plus mis en avant, et ça, c'est le propre, entre guillemets, des joueurs. Alors, si vous permettez, Aboubakry, moi, j'ai juste envie d'embrayer sur un peu la présentation de M. Bayard, parce que là, aujourd'hui, on se rend compte en l'écoutant que eux, ils étaient à un point X en 1980. Et si on regarde, nous, dans le football local, c'est pour ça qu'il y a un gros décalage. Moi, je suis presque en marge de ce débat, où, en tout cas, nous n'avons pas les mêmes préoccupations, parce qu'au début de son introduction, il a parlé du fait que dans les débuts du foot français, on faisait un peu n'importe quoi, tout le monde pouvait diffuser, tout le monde pouvait aller voir les joueurs, etc., etc. Et moi, aujourd'hui, quand même, quand je parle du cas du Sénégal, je peux avouer que nous en sommes encore là. Dans le rapport média foot local, qui en est le bénéficiaire ou qui en prend l'avantage, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment où ce sont les télévisions, entre guillemets, qui prennent l'avantage par rapport au club, ou en tout cas par rapport au football local. Nous, on a lancé notre foot professionnel, entre guillemets, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, même sur l'identité de ce foot professionnel, la définition du statut de ce foot professionnel en 2009. Donc, de 2009 à nos jours, ce sont 13 ans de professionnalisme, mais au moment où je vous parle, le football local n'a pas de diffuseur officiel. Donc, moi, je parlerai d'une relation floue entre ce foot local et les médiums traditionnels de diffusion au Sénégal. Le foot local a valsé depuis ses débuts de chaîne en chaîne, de partenariat en partenariat, mais c'est une difficulté aujourd'hui pour la Ligue Pro de trouver un diffuseur fixe. Et quand on creuse, le principal problème, l'épine du problème en réalité, c'est les questions d'ordre financier. La Ligue 1 a été à ses débuts accompagnée par la RTS, qui avait décidé de l'aider par rapport au lancement même de ce football professionnel, sans vraiment attendre un retour sur investissement. Par information, les informations que nous détenons, nous savons que, par exemple, la RTS doit dépenser à peu près 3 millions de francs CFA pour diffuser un match. Ce sont les frais de production, sans compter la location, le coût de la location du satellite. Il y a eu une première rupture en 2012 avec la chaîne nationale à cause justement de ces problèmes de coûts, parce que la Ligue Pro à l'époque avait contracté avec Orange, justement, nos amis Awa avaient contracté, et à l'époque la RTS avait demandé à ce que justement la Ligue puisse lui rétrocéder quelques montants pour couvrir ses frais de production, mais cette demande n'avait pas vraiment eu d'écho favorable par rapport donc à la Ligue Pro. Et là, ça avait créé une première rupture. Donc, à partir de 2012, qui a correspondu aussi à une année d'élection, on a vu que la Ligue Pro est allée rejoindre la 2S. Il y a eu, entre 2013 et 2016, la 2S qui a diffusé, là aussi sur les mêmes conditions, à peu près un match de diffusion par week-end. On essaie de mettre en place un magazine pour accompagner la promotion du football local. Mais là encore, ce qui s'est passé, c'est que la 2S a fini par s'arrêter parce que les coûts étaient trop importants et il n'y avait pas de retour sur investissement. La Ligue a ensuite essayé de travailler avec la RDV, mais sans vraiment trop de succès. L'année dernière, encore une fois, la Ligue est revenue avec la RTS. Bon, en termes de diffusion et de régularité, il ne faut pas dire que vraiment, on doit avouer qu'on n'a pas été très, très satisfait, parce que moi, effectivement, je suivais aussi ce qui se passait par rapport à ce rythme de diffusion. Pour vous dire qu'aujourd'hui, la Ligue est plutôt dépendante. À chaque fois que la RTS a des gros événements religieux ou à chaque fois qu'il y a des activités présidentielles, les activités présidentielles ou les actualités religieuses priment aux dépens de ces rendez-vous qui parfois sont même annoncés, mais malheureusement ne sont pas respectés. Donc aujourd'hui, une chaîne comme la nôtre n'a jamais manifesté d'intérêt par rapport à ce football local.
Moi, je peux donner un exemple. Une année, je crois que Sahersec nous avait approché pour diffuser une finale de Coupe de la Ligue. Mais là encore, hein, la réponse de la direction a été de dire il faut qu'on puisse prendre en charge les coûts de production au niveau de la Ligue Pro. Ça avait un peu irrité d'ailleurs à l'époque le président de la Ligue qui disait que nous, on vous propose un contenu, donc on ne peut pas vous proposer un contenu et en plus payer par rapport à ce contenu. Bah, voilà, il y a eu un non-retour de notre côté. Donc, je pense que par exemple, la TFM aujourd'hui, par rapport à des questions peut-être de popularité ou d'orientation ou de ligne éditoriale, préfèrent peut-être s'investir un peu plus dans la lutte que dans le football local. Donc aujourd'hui, si on regarde cet historique, on se rend compte que notre football local a un problème de diffuseur parce qu'il manque un maillon de la chaîne, à savoir la rentrée financière, qui couvre les frais donc de la chaîne productrice et diffuseur, génère des recettes à se partager entre l'entité de diffusion et la Ligue. Il est difficile de donner des chiffres car il n'est point question de bénéfices dans cette chaîne. Et cela va de soi que la question qui en découle, c'est pourquoi notre football aujourd'hui a du mal à se vendre. On a évoqué depuis plusieurs années différents éléments. Le manque d'attractivité. Donc aujourd'hui, vous avez des Mbappé au PSG, vous avez des Pogba à United. Au Sénégal, on n'arrive pas encore vraiment à construire des stars dans ce football local. Mais tout est lié, comme vous le savez, c'est une chaîne. Si on ne les montre pas, on ne les connaît pas. Et si on ne les connaît pas, on ne peut pas s'identifier à ces joueurs. Donc aujourd'hui, il y a eu aussi un problème d'infrastructure. À un moment donné, le football local a été délocalisé du côté du stade de Léopold Sédar Senghor, où rien que, voilà, un stade de 60 000 places, difficile de le remplir, les conditions pour y couvrir un match ou pour y regarder un match ne sont vraiment pas réunies. On a parlé aussi du problème du contenu, de la qualité du spectacle en tant que tel. Maintenant, il y a un point. Aujourd'hui, on peut parler, il y a un point de rupture qui est en train de s'annoncer. C'est-à-dire que depuis la pandémie, il y a eu la pandémie et la pandémie a entraîné l'arrêt des Nawetan. Et on a vu que, bon, les Nawetan, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense à Michael, ce sont des compétitions interquartiers qu'on est supposé organiser durant les vacances et voilà, qui permettent donc aux populations, aux vacanciers de pouvoir s'occuper. Sauf que ces Nawetan avaient pris un tel pouvoir dans ce pays qu'aujourd'hui, il y avait plus d'engouement autour des Nawetan qu'autour du football local. Bon, durant la pandémie, évidemment, pour des questions d'ordre sanitaire, on a décidé de suspendre ces Nawetan. Donc, pendant 1 an et demi, pas de compétition. Et depuis lors, on a remarqué, avec la reprise du championnat, il y a un côté populaire qui est en train de renaître autour du football local. Donc, on peut peut-être créer un lien de cause à effet là-dessus. Le football local suscite aussi de l'intérêt parce qu'on a vu que les populations sont en train de retourner dans les stades. C'est des stades de 9, 7, 6 000 places. Donc, beaucoup plus facile à remplir. Et comme on dit, la nature a horreur du vide. Je vous ai parlé déjà du problème de diffusion. Et aujourd'hui, on se rend compte que les clubs sont en train de se substituer aux chaînes de télévision pour diffuser leurs matchs. Et autour même de la diffusion de ces matchs, créer un environnement médiatique pour accompagner les activités qu'eux-mêmes ils font. Donc, il y a beaucoup de communication digitale selon les moyens des uns et des autres, parce que ce n'est pas évident quand on est Génération Foot ou Gorée ou, je ne sais pas moi, Mour-Petite-Côte, qu'on a les mêmes moyens. Mais aujourd'hui, tous les clubs sont en train de s'aligner. Ça peut créer quand même un problème juridique à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, la Ligue qui devait structurer tout ça, gérer tout ça, entre guillemets, aux abonnés absents, parce que tout simplement, elle n'est pas capable de proposer quelque chose et les clubs ont décidé de se substituer. À quel moment il faudra légiférer sur tout ça? Parce que depuis 2 ans, on laisse faire, parce que c'est de l'intérêt aussi peut-être de la Ligue pour se donner un peu plus de visibilité. Mais si éventuellement il doit y avoir un partenaire qui va rejoindre cette Ligue Pro, est-ce qu'on sera en mesure de dire aux clubs d'arrêter ce qu'ils font? Et je pense que d'ailleurs, par rapport à cette diffusion, il n'y a pas vraiment, ça ne génère pas beaucoup de revenus, mais quand même, ça permet à ceux qui sont à l'extérieur, à voilà, tous les gens qui aiment le football local de pouvoir suivre. Aujourd'hui, tous les week-ends, vous avez la chance d'avoir plusieurs directs, de regarder tous les matchs,
de vous informer. Et comme je vous l'ai dit, le public est en train de recoller à ce football local. Donc, les gens sont en train de faire des micro-initiatives. Mais ce n'est pas vraiment une politique impulsée par la Ligue sénégalaise de football professionnel. Alors, ce que je vais peut-être… ma conclusion aujourd'hui, c'est que si les télévisions prennent autant les pieds à diffuser les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, si les télévisions donnent l'impression qu'elles sont en position de force, qu'elles doivent aider, qu'elles sont en train d'aider, c'est parce que certainement, elles n'y trouvent pas leur intérêt dans cette diffusion des matchs. Nous sommes loin donc des standards européens où les chaînes de télévision vont soumettre des offres tout simplement pour pouvoir diffuser des matchs de leur championnat. Nous sommes dans un rapport aujourd'hui de service rendu par la télévision à la Ligue quand elle diffuse les matchs de championnat. Et je pense que c'est ce rapport qu'il faut inverser pour pouvoir essayer peut-être d'avoir une Ligue forte. En tout cas, c'est aujourd'hui ce qu'il en est dans notre pays. Donc, je pense que voilà, je crois avoir fait un tableau de nous, ce qu'on vit et de nos réalités. D'accord. Non, ça répond en même temps à plusieurs questions. Pourquoi s'intéresser justement à ce championnat local, à ce foot local. Ça me permet d'ailleurs, c'est une petite parenthèse parce que pour donner un peu l'exemple de la Guinée, que je connais plus parce que je dirige une télé qui diffuse le championnat guinéen. Du coup, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il n'y a quasiment que deux championnats qui sont régulièrement diffusés. On diffuse jusqu'à 4 matchs par journée de championnat. Il y a le championnat ivoirien qui est produit et diffusé par Canal. Ici, en Guinée, le système a été la Ligue a accepté de donner gratuitement les droits à la chaîne de télévision. Et la chaîne de télévision s'occupe de toute la production. Mais ça fait maintenant 4 ans qu'on diffuse le truc, mais il n'y a quasiment aucun annonceur, ça n'intéresse aucun annonceur. Voilà. Tout l'autre problème, il est là. Et est-ce qu'il faut continuer à produire? Est-ce que il faut arrêter d'attendre d'être payé par la Ligue? L'option pour le moment, c'est tenable parce qu'on arrive un peu à minimiser les coûts de production par la force de l'habitude. Mais c'est vrai que de part et d'autre, il y a des interrogations légitimes. La Ligue ne gagne pas d'argent dans son spectacle. La télé produit quelque chose et il n'en gagne pas grand-chose. On parlera peut-être de notoriété, etc. Mais oui, il y a une vraie question à se poser sur cette relation-là. Et d'où l'intérêt j'avais parlé également tout à l'heure de l'importance peut-être de développer ce secteur de la production privée, parce que c'est aussi ça le problème. Aujourd'hui, la Ligue veut venir vendre les droits de diffusion de son championnat, mais la Ligue ne produit pas. Du coup, la télé qui veut diffuser est obligée également de produire. Il y a un surcoût, peut-être un compromis qu'il faut savoir trouver. Bref, oui, c'est un problème important, mais ça fait partie aussi de l'évolution, au Sénégal en tout cas. Je pense que les récents résultats de l'équipe nationale, comme vous dites, comment on appelle ça, les changements intervenus avec Covid, ce petit sursaut noté dans le retour du public au stade peut peut-être faire évoluer les choses, même si, encore une fois, en tant que responsable télé, je trouve que c'est une vraie anomalie que le championnat du Sénégal ne soit pas à la télé, dans aucune des télés d'ailleurs. Aujourd'hui, le Sénégal a peut-être le paysage médiatique le plus développé, en tout cas dans cette sous-région, mais aucune télé ne diffuse le championnat. Il faudrait peut-être chercher la solution du côté de la production, qui est un vrai problème, vous l'avez souligné tout à l'heure. Excusez-moi, c'est une parenthèse personnelle que je voulais mettre pour essayer de voir un peu de part et d'autre. Mais en tout cas, en Guinée, ça fait 4 ans, on diffuse chaque journée de championnat. Il y a 7 matchs au programme, on en diffuse 4 au moins chaque journée de championnat, ce qui fait que voilà, on essaie d'exister, de faire exister quand même ce championnat à l'antenne. Ça me donne l'occasion de donner la parole à Awa, Awa Niang, avec justement l'expérience de Orange. Ça fait plusieurs années qu'Orange a été d'ailleurs précurseur dans le sponsoring du football au Sénégal depuis très longtemps. Ça s'appelait encore Alizé, je pense, à cette époque-là. Ils ont toujours été avec l'équipe nationale, avec
le championnat. Après, c'est parti sur l'Afrique. Globalement, voilà, on restera à parler un peu de cette expérience. Et puis, bien sûr, le fond, la question filigrane, c'est que qu'est-ce que les sponsors finalement viennent chercher dans le football, quoi. Ah ouais. Merci beaucoup Aboubakry. Merci à Mme Fatou sur cet exposé qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt. Vous le dites, Aboubakry, on est dans le football depuis bientôt 30 ans, puisque, comme vous disiez, la marque commerciale Alizé, donc aux côtés de Sonatel, avant l'arrivée de Orange, où il nous semblait donc important de pouvoir nous mettre aux côtés de ce football qui catalyse toutes les passions, en tout cas de nos clients et par ricochet donc de la population sénégalaise. Une mission qu'on s'est fixée, à savoir donc être aux côtés donc de l'écosystème du sport et plus particulièrement du football, pour apporter aussi notre pierre à l'édifice dans le développement et la construction de ce football. Et vous le dites si bien, on a été donc de tous les temps, et pour paraphraser donc le président Augustin Senghor, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, nous avons toujours été aux côtés donc des différentes instances footballistiques, puisque c'est de football qu'il s'agit, pour ne pas citer le hand et le basket. Et la Sonatel Orange est toujours dotée comme ambition d'être auprès donc des instances du football pour pouvoir donc apporter notre savoir-faire, notre expertise sur le plan communicationnel, sur cette dynamique en tout cas collective et sur ce partage en fait finalement de troncs communs au niveau des valeurs, des valeurs de l'entreprise et des valeurs qu'on retrouve donc au niveau du sport pour le plus grand plaisir de nos clients. Une marque, avant tout, elle travaille sur de la notoriété, elle travaille aussi sur des éléments de ce qu'on appelle plus communément dans notre langage de brand préférence ou de préférence de marque ou d'amour de marque avec la brand love pour justement être aux côtés de ce qui passionne donc nos clients pour pouvoir leur permettre de vivre en tout cas leur passion. Et c'est comme ça qu'on décline à chaque fois des campagnes auprès de ces grands rendez-vous ou ces grandes messes du football. Oui, nous avons été donc auprès de nos lions et c'est ce qui nous permet aussi à notre tour de féliciter cette vaillante et belle équipe sénégalaise, cette belle équipe sénégalaise championne d'Afrique qui se prépare à chausser ses crampons en route vers le Qatar pour novembre 2022, Inch'Allah. Donc c'est vraiment en fait une mission, comme je disais, au risque de me répéter, que nous nous sommes fixés et sur laquelle nous travaillons donc d'arrache-pied pour redorer bien évidemment tout ce qui est fait au niveau du football et contribuer donc à ce rayonnement-là, tant sur le plan panafricain que sur le plan local. Au niveau panaf, j'en ai parlé tantôt avec donc le contrat que nous avons avec la CAF, un contrat sur lequel nous étions donc sponsor titre de 2012 à 2019. Par la suite, donc, nous avons re-signé donc un bail de 7 ans, de 2019 à 2025, où nous sommes sponsors donc officiels de la Confédération africaine de football. Je pense que voilà, vous le voyez, on bénéficie d'une certaine visibilité dans les stades et tous les alentours. On profite en tout cas de ces contrats-là pour en faire des vraies plateformes aussi d'activation. Et vous le disiez tantôt, toute la partie sur le digital, l'importance aujourd'hui est sur l'avènement du digital, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, la pénétration d'Internet avoisine à peu près les 50% au niveau de la population, avec aujourd'hui une communauté de plus de 3 200 000 fans au niveau de Facebook. Sur Instagram, je crois que le Sénégal doit compter à peu près 1 200 000 de followers. Et pareil, sur Twitter, on doit être à peu près à 150 000. Donc, d'où l'importance aussi d'être aux côtés, en tout cas, de ces nouveaux vecteurs, pour ne pas dire canaux de communication, qui aujourd'hui transforment un peu quelque part, j'ai envie de dire, le modèle de consommation au niveau des médias. Pour nous aujourd'hui, pour la marque Sonatel Orange, il ne s'agit pas juste en fait des médias classiques, de la télé, de la radio, de l'affichage, comme on peut le voir, mais aussi profiter en tout cas de toute cette nouvelle dynamique autour du digital pour proposer à nos clients, bien évidemment, donc des activations et pouvoir quelque part, peut-être pas rentabiliser, mais on va dire optimiser, valoriser tout ce que nous apportons compte tenu en fait du ticket d'entrée, notamment sur la question des droits que nous avons. Je ne me permettrai pas de revenir en fait sur le long débat de notre présence auprès de la Ligue et du football local. Je pense que nous avons démontré à suffisance, en tout cas, notre souhait d'accompagner cette Ligue
pendant des années. Et Mamfatou le décrivait très bien, hein, dans cette difficulté que cette ligue a quelque part à valoriser et à rendre encore plus attractif en fait le football local. Et il est vrai que pour répondre en filigrane à la question qui nous est posée sur qu'est-ce qu'un sponsor vient chercher dans le football. Dans le football, c'est d'abord s'attirer, en tout cas, l'amour, en tout cas, de ses clients pour renforcer, en fait, non seulement sa notoriété, mais aussi sa préférence de marque. Tenir promesse aussi, hein, d'être cette marque préférée, en tout cas, des Africains et des Sénégalais, et être aux côtés du desiderata de nos clients pour répondre favorablement à leurs attentes. On écoute, on entend et on tente de répondre. C'est ce qui explique en fait tous les moyens colossaux que nous déployons, non seulement les moyens humains, hein, parce que je pense que l'équipe que vous voyez sur tous les fronts, à la CAN, à la Coupe du Monde, au stade jusqu'à avant-hier, et j'ai eu le plaisir de croiser donc Aboubakry, montre à suffisance l'intérêt que nous portons en tout cas à cet écosystème-là, où nous travaillons bien évidemment donc sur toute la partie de la relation commerciale, parce que je le disais tout à l'heure, il s'agit bien d'un sport, on va dire sport business, hein, et finalement c'est tout un écosystème qui se met à la disposition donc des différents leviers, qu'ils soient business, tactique. Et c'est aussi les moyens que nous déployons au niveau de notre savoir-faire technologique, hein. On est quand même une société de télécommunications multiservices, et c'est ce qui explique aujourd'hui donc les liaisons que nous offrons, hein. Pas plus tard que avant-hier, donc au stade Abdoulaye Wade, nous avons offert donc la liaison spéciale qui a permis donc à toute l'équipe de la FIFA et bien évidemment donc toute l'équipe organisatrice de pouvoir donc surfer sur le meilleur réseau bien évidemment 4G+ du Sénégal, et surtout offrir en tout cas toutes les dispositions et le savoir-faire technologique de la marque Orange pour l'ensemble des acteurs donc du sport. Donc voilà, Aboubakrine, ce que je voulais dire. Mamfatou, sur la partie de la Ligue, je pense qu'il est temps que nous asseyions tous, hein, acteurs de ce football local et de ce championnat-là, pour regarder finalement, est-ce que c'est pas le lieu ici de convoquer en fait des assises, j'ai presque envie de dire même nationales, pour regarder là où le bas blesse et voir en fait quelles sont les propositions de solutions qu'on devrait pouvoir mettre en place, parce que je suis d'accord que là où la Côte d'Ivoire ou la Guinée arrive à valoriser en tout cas ce championnat-là, quand on regarde aujourd'hui le palmarès de nos joueurs, surtout à l'étranger, il est impensable d'avoir un championnat qui a du mal en tout cas à démarrer, ne serait-ce que, bon là, c'est clair qu'il y a eu quelques belles avancées, quelques beaux résultats, en tout cas, sur au moins la tenue du championnat sur les calendriers, les infrastructures, effectivement, qui se développent au fil de l'eau, mais au compte-gouttes, et enfin, donc, quelque part, j'ai envie de dire, une offre commerciale qui puisse aujourd'hui attirer des sponsors, comme ça l'est dans d'autres sports ou dans d'autres pays. Le sponsor, il ne viendra que s'il y trouve de l'intérêt par rapport non seulement à des liens de causalité, hein, au niveau des valeurs communes que le sponsor pourrait partager donc avec ce football-là, mais aussi à tout un écosystème qui permette aussi aux sponsors de pouvoir activer et de pouvoir proposer en tout cas des offres, des services, des campagnes de communication qui résonnent donc auprès des cœurs de ces Sénégalais-là. Donc, à mon avis, c'est un ensemble et sur lequel les médias ne peuvent pas rester donc en reste et peut-être réfléchir aussi à un modèle finalement économique différent. Des tentatives ont été faites. C'est clair que tu as redonné en fait tout l'historique et c'était bien de l'avoir en perspective. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire quel est le so what? Et Aboubakry, est-ce que c'est pas la question que nous devons nous poser tous ici? Quel est finalement le so what? Une fois qu'on a fait l'état des lieux, qu'on l'a constaté, que nous sommes tous en fait enclins à vouloir redorer en tout cas notre blason de mission de service public, mais avec ses limites, hein, pour un privé comme nous le sommes. Mais il est clair que Sonatel Orange sera toujours à l'écoute de toutes ces instances footballistiques. Encore faudrait-il que le cadre s'y prête et que les moyens humains, techniques et professionnels soient mis à la disposition pour que nous tous, nous puissions retrouver un cadre qui puisse satisfaire en fait l'ensemble des parties prenantes. Voilà ce que je voulais partager à ce stade-là et merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup. Aboubakry, oui. Si je peux me permettre, et j'ai adoré le discours d'Awa et j'ai acquiescé sur plusieurs points qu'il a soulevés.
Et parce que c'est un langage aussi qui me parle. Et là, je vais essayer de me placer, si tu le permets, de l'autre côté, c'est-à-dire côté club. Côté club, côté ligue, donc on peut considérer côté ligue en tant que détenteur de droit. Effectivement, les marques ne viendront que si on arrive à structurer, c'est-à-dire professionnaliser les détenteurs de droit, impliquer également, constituer notre base de fans. Ça, c'est le point de départ, parce qu'une marque vient chercher de la notoriété, de l'image, comme elle l'a dit si bien Awa, et également du business. Donc, pour cela, et les clubs ou les ligues vont, grâce à ces marques, récupérer des revenus financiers qui vont encore permettre de développer notre football. Donc, le point, à mon avis, aujourd'hui, se trouve au niveau de la professionnalisation de ces détenteurs de droits. Posons la question là-dessus. Comment ces détenteurs de droits, que ce soit club ou ligue, vont structurer leur stratégie marketing et commerciale? C'est important. Merci. Oui, c'est important. Il ne reste pas, le temps file malheureusement très vite et je me suis rendu compte que je n'ai même pas eu le temps de présenter Mamfatou et Awanya qui vient de parler, chef du département communication chez Orange. Awanya, ça va être très difficile de faire son CV à la va-vite parce que tellement il y a des choses à dire autour de cette dame de grande culture, multiculturelle, qui a grandi en Asie, qui a fait ses études en France, qui a exercé ses compétences en matière de communication et de publicité un tout petit peu partout en Afrique, avec Orange, avec Sonacos notamment, de son actualité. On retiendra peut-être ce projet de mettre en place donc une structure pour le renforcement du leadership féminin dans les instances sportives du Sénégal. Une très grande passionnée de sport qu'on apprécie à chaque occasion parce qu'elle est, c'est vrai, dans le milieu depuis plusieurs années. Et merci infiniment Awanya. On reviendra peut-être sur le débat si les autres veulent intervenir sur l'exposé de Awanya. Mamfatou, ça me paraît tellement évident que j'avais également oublié de la présenter. Mamfatou, journaliste depuis quoi, une vingtaine d'années, depuis 16 ans au moins, journaliste dans le sport, journaliste à Nostalgie, mais surtout cette figure de la TFM, du sport à la télévision au Sénégal, notamment pour cette grande, on va dire, experte du football qui a étudié à l'Institut international de communication de Paris, à l'université Paris-Nord, et puis elle montre, je pense tout à l'heure, elle était à l'aise pour en parler avec une boîte de production parallèle qui est dénommée 13 Productions et qui est en train de promouvoir également une chaîne 13 TV. Et ensuite, voilà, elle travaille 26 heures par jour, Fatou, tout ça qui font. Donc voilà, nous permettent d'apprécier encore mieux la pertinence un peu de l'intervention de ces deux grandes dames du sport, finalement, du sport africain, du sport sénégalais. Merci beaucoup, Awa. Merci, Mamfatou. On va essayer de faire le tour et permettre à Walid de faire. Walid et Aruna, ils n'ont pas encore fait leur présentation. On reviendra sur des questions du public parce qu'on a des questions du public qui tombent également. Aruna, avec votre permission, on va commencer par Walid. Walid, qui est, lui, consultant en sport et événements, marketing, directeur marketing du Raja Casablanca, qu'on a rencontré récemment d'ailleurs parce que je travaille également pour Oroya. Donc, c'est le Raja. On a battu le Raja, par contre. Même s'ils nous ont éliminés derrière, voilà, Raja Casablanca, qui est aujourd'hui l'un des plus grands clubs africains en termes
en termes de résultats, en termes de notoriété. Il y a une très, très forte identité autour de cette équipe qui peut-être profite beaucoup de cette grosse rivalité avec le grand voisin. C'est des choses peut-être qui aident. Walid Bouzouba donc, va nous parler de cette interdépendance, de la complexité qu'il y a justement dans cette relation, mais vu du côté de l'angle du marketing qui est, in fine, son domaine de prédilection. Walid. Merci Aboubakri. Non, ce que je disais, tu l'as bien résumé. Si j'avais à définir cette relation entre les médias et le football, je dirais qu'il s'agit d'une relation de symbiose. Les deux entités ont des intérêts communs. D'un côté, on voit la multiplication des réseaux sociaux, donc les médias ont forcément besoin du sport et du football en particulier comme matière. Ça reste un produit attrayant puisque le sport et le football génèrent de l'émotion, ça stimule, ça fait appel à un sentiment d'appartenance. Le football aussi a la caractéristique de pouvoir être consommé sous plusieurs formats. Donc, ça reste au final un produit très attrayant pour les médias. Et de la même manière, le football a besoin des médias pour sa promotion, pour son développement, mais aussi pour la création d'un certain nombre d'opportunités. Et là, je pense notamment au sponsoring comme volet qui pourrait générer de revenus. Donc pour moi, d'un point de vue marketing, il est très important de pouvoir cerner assez bien cette relation entre les médias et le football pour pouvoir en tirer les bénéfices. Que l'on soit dans un média, dans un club, une ligue ou une fédération, je pense qu'il est très important de pouvoir marketer le produit qu'on veut vendre. Pour prendre l'exemple des médias, aujourd'hui, les médias ne peuvent plus se contenter de la diffusion des événements. Ils sont obligés d'aller chercher d'autres canaux. Awa a très bien parlé du digital et de son avènement et des opportunités qu'il propose au marché. Les médias sont obligés de raconter une histoire, de fabriquer des vedettes, aussi de trouver de nouveaux formats de diffusion. Tout cela dans un seul but d'attirer une certaine audience et de générer des conséquences, des revenus par conséquent. Ici, on pourrait prendre par exemple l'exemple du Super Bowl qui reste à mon sens assez représentatif. Le créneau de 30 secondes de publicité a été vendu à 6,5 millions de dollars et la recette du dernier Super Bowl a dépassé les 500 millions de dollars. Donc, c'est juste pour donner une idée sur la puissance du marché publicitaire et les records qu'il peut atteindre. Si on prend l'exemple des clubs, de la même manière, un club ne peut plus reposer sur le volet droit TV, subventions, sponsoring ou même billetterie qui restent des volets classiques, mais un club est dans l'obligation aujourd'hui d'aller chercher d'autres aspects, d'ouvrir des chantiers comme le merchandising, le digital, licensing, hospitalité, tous ces volets qui puissent diversifier les sources de revenus des clubs. Et je peux prendre l'exemple du Raja Club Athlétique que j'ai rejoint il y a quelques mois. Les dirigeants, en tout cas, ont bien compris ces directions, qui est, en plus d'avoir la chance de disposer d'une base de fans assez large. Pour donner un petit exemple, nous sommes à plus de 5 millions d'abonnés sur la page Facebook du club et plus de 8 millions d'abonnés sur toutes les plateformes digitales du club. Donc, l'idée est d'aller chercher cette fanbase et de pouvoir la monétiser, de pouvoir la fidéliser et lui proposer des produits qui correspondent aux besoins de ces fans. Donc, voilà à peu près ce que je voudrais dire là-dessus. Maintenant, si on connaît la réalité de certains pays africains, l'absence de moyens
devrait, pour moi, devrait en tout cas orienter les dirigeants vers un choix de privilégier les prérequis dans cet écosystème. Et quand je parle de prérequis, je pense aux fondamentaux qui sont un terrain, une pelouse correcte, un staff compétent, des joueurs compétents, une bonne gouvernance, un modèle de gestion transparent. Donc, c'est pour moi les fondamentaux qui doivent être présents dans un environnement de football avant de pouvoir s'attaquer au marketing de produits qui pourraient bien sûr déclencher sur une diversification de revenus et un développement des clubs. Voilà ce que je pourrais dire à Aboubakry à ce sujet. Voilà, merci beaucoup Walid. On va essayer d'enchaîner pour arriver avec Aruna à faire le tour des intervenants. Il y a des aspects assez importants. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance d'aller chercher un peu le public, finalement, là où il se trouve. Il est en ce moment sur les réseaux sociaux, pas spécialement sur le terrain, même si les médias aimeraient aussi qu'ils viennent de plus en plus au stade, mais il faut aller les chercher là où ils sont. C'est d'ailleurs sur ce thème, sur ce sujet qu'on voudrait peut-être entendre Aruna Diarra, qui est commercial B2B au Stade Rennais, un pire Pikinois hein, qui travaille en Bretagne pour donc le stade Rennais. Donc, surtout justement Aruna, si vous pouvez commencer par l'importance je veux dire le rôle et la place du spectateur justement dans tout ce business, dans tous ces rapports médias, sponsors, football. Merci Aboubakry. Effectivement, pour parler du rôle, j'appelle le spectateur, mais aussi les fans. Pour moi, c'est la cible qu'il faut mettre au cœur du système. Pour donner quelques chiffres, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est plus de 50 millions de fans qui ont été touchés sur les réseaux sociaux. C'est un peu plus de 2,8 millions d'heures de visionnage sur YouTube. Et enfin, je dirais, c'est un peu plus de 22 millions de visites sur les différents profils Twitter. Donc, la base, en fait, elle est là. Les Africains sont des consommateurs, sont fans de football. Maintenant, pourquoi et comment on peut les toucher? Pour les toucher, il suffit de structurer un peu le spectacle. Il faut sortir un peu du regard un peu purement sportif et aller sur l'événementiel et le spectacle. Quand on regarde, par exemple, un terrain de foot, on voit qu'il y a quelques affichages où les gens, quelquefois, ne sont pas éduqués et ne comprennent pas exactement pourquoi une marque vient s'afficher autour d'un stade. Tout ça rentre dans une stratégie qui est organisée, en fait, tout simplement. Quand on organise notre stratégie marketing et commerciale, on peut parler d'image, c'est-à-dire les détenteurs de droits vont concéder des droits d'image aux différentes marques. On parlera des médias, du hors-média. Le hors-média, c'est tout ce qu'on peut retrouver autour du stade, mais également des hospitalités. Et si une marque vient s'afficher dans un stade, c'est pour toucher les spectateurs qui sont dans un stade. Et elle peut même également toucher des téléspectateurs parce que grâce aux médias télé, on peut gagner également en notoriété. Et la marque, ce qui l'intéresse, c'est de gagner en notoriété, c'est de développer son image de marque, mais également de faire du business. Et quel est l'intérêt pour les clubs dans ces conditions-là? C'est de pouvoir monétiser justement cette audience, c'est de pouvoir monétiser et avoir des moyens de pouvoir encore développer son équipe de foot, parce que principalement, si je prends un exemple au Stade Rennais, nous, on a pour enjeu de développer le maximum de revenus pour donner plus de moyens à la partie sportive de constituer une équipe qui deviendra de plus en plus performante. Donc, à notre niveau sur le continent, c'est de mieux professionnaliser justement cette partie-là, les détenteurs,
Je reprends également la main tendue par Madame Awagnan et je propose aujourd'hui devant cette assemblée à ce que M. Djamil Faye, qui est à l'initiative de cette organisation-là, puisse organiser ce genre d'assises et proposer des solutions et apporter aux ligues, aux clubs les moyens qui vont permettre à ces clubs-là de se développer et de mieux structurer notre offre. Voilà, merci beaucoup à Aruna. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent naître de cette discussion et de comprendre qu'il y a encore une fois cette relation, j'ai presque envie de dire cette interdépendance a encore de beaux jours devant elle, l'interdépendance entre médias, sponsors et bien sûr le football. On n'a pas oublié Michael, parce que c'est vrai que c'est lui qui avait ouvert le bal. Il est toujours avec nous. J'espère également que le professeur Abdoulaye Sakho est avec nous également, parce qu'il y a des questions d'ordre juridique qui tombent un peu de la part dans le public, des questions relatives justement, parce que c'est le point focal de l'intervention de Bayard en début de panel, par rapport justement à ce pouvoir très important que les joueurs sont en train de prendre dans leur relation avec les médias. Michael, est-ce que finalement, parce que tout à l'heure, vous êtes resté dans le factuel, on aimerait peut-être avoir votre avis. C'était quoi finalement la meilleure époque finalement en tant que quand on se positionne du point de vue des médias, les différentes années, les différentes époques que vous avez déclinées, de l'époque où vous avez la possibilité d'entrer dans les vestiaires des joueurs et jusqu'à l'époque où pour avoir un selfie de Mbappé, il faut peut-être déposer une demande au niveau des attachés de presse. C'était quand, là, sans être vraiment très nostalgique, mais vous qui les avez traversés? Eh bien justement, moi je vous écoute et je me régale en vous entendant. Et en fait, je pense que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui, nous, on est dans une autre période, mais la chance que vous avez d'avoir des relations humaines avec les clubs, avec les joueurs, c'est quelque chose de fondamental. Certes, moi je vis dans un monde où il y a de l'argent, où il y a le spectacle est sur la pelouse, ce sont les dieux du stade, mais vous avez des aventures humaines. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus riche dans le sport. Quand je vois un Jamel Belmadi, son émotion avant-hier, quand je vois les relations, certes difficiles, mais qu'il y a entre les médias africains et les joueurs, mais quel bonheur pour les médias, elles existent. Cette chance qu'il y a encore de pouvoir parler d'homme à homme et pas avec des intermédiaires, des conseillers en communication, des agents, des gens qui font la police en conférence de presse. C'est du pain béni, profitez-en. Certes, parce que nous, c'est show must go on, c'est tout le spectacle. Vous avez peut-être la chance, pour moi, de vivre cette époque que moi j'ai vécue jeune, mais qu'on ne vit plus aujourd'hui, d'avoir effectivement des histoires à raconter, des moments de partage avec les gens du football. Et ça, moi je vous envie sur le continent africain d'avoir encore cette possibilité-là. Et ça, c'est rendu possible souvent parce qu'il y a un peu moins d'argent, un peu moins de foot business. Vous avez encore du foot humain. Et ça, c'est une vraie richesse, en fait. Et quand je vous entendais pour faire venir effectivement les gens au stade, pour essayer de diffuser les matchs, peut-être qu'en Europe, on starifie les gens qui deviennent inaccessibles. Eh bien, c'est à vous peut-être de fabriquer des stars, mais des stars humaines, avec un caractère je dirais, de proche des gens. Peut-être qu'avec vos réseaux sociaux, vous pouvez raconter l'histoire de jeunes footballeurs et à travers l'affluence des gens qui regardent les réseaux sociaux, leur donner envie de savoir la suite, comme dans une série TV. C'est-à-dire que ce gamin qu'on a connu par les réseaux sociaux, on va peut-être aller le voir au stade le week-end d'après. Puis à force qu'il y ait des gens qui s'intéressent, peut-être qu'il y a un spectacle à diffuser et que les médias trouveront leur intérêt à voir le prolongement sur le terrain d'aventures humaines que vous aurez pu raconter parce que vous avez encore la possibilité d'approcher ces gens-là. Voilà. Donc, deux époques différentes, mais une époque bénie pour moi encore.
Mais merci. Oui, Oui. si tu permets Oui. rapidement. Non, je voulais réagir parce que c'est vrai que malheureusement, bon, pour moi, et je suis tout à fait d'accord avec M. Bayard, le revers de la médaille de ce foot business, c'est que tout est compliqué en réalité. Moi, je m'en rends compte parce que j'ai la possibilité de travailler ici. Je suis au contact du football local, des joueurs, et je voyage aussi. Ce ne sont plus les mêmes réalités. C'est-à-dire quand vous devez aller en Europe faire une interview, et Arona ne me laissera pas mentir, mais voilà, c'est un chemin de croix. Il faut envoyer. Il a tout raconté, il a tout expliqué. L'attaché de presse qui va discuter avec le joueur. Parfois, le joueur, il n'est pas d'accord, donc il faut passer par l'agent. Quand vous arrivez, non, aujourd'hui, on est à huis clos. Voilà, il n'y a que des contraintes. Alors que, bon, par exemple, nous, on vient de l'Afrique, on doit aller faire des reportages avec des joueurs africains vivant en Europe. On a certaines contraintes. Aujourd'hui, ici, pour le moment, tout est accessible, tout est à faire. C'est vrai que je pense qu'il faut savoir, en fait, trouver le juste milieu entre ce qu'on voit en Europe et ce qu'on fait ici. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être organisées, mais on sent qu'il y a une émulation par rapport à ce qui se passe. Et il a tout à fait raison. Aujourd'hui, un effet entraînant, c'est parce qu'il y a une chaîne d'un club qui a diffusé un match que tous les week-ends, il y a plus de followers qui s'attendent à ce qu'on diffuse des matchs etc., etc. Du coup, les followers augmentent, la chaîne a de la notoriété, le commentateur a de la notoriété, mais ça reste effectivement humain et accessible surtout. Parce que quand vous n'avez plus accès à l'information, quand vous êtes tout le temps dans des carcans, ça devient très difficile aussi pour le journaliste de travailler. Et ça, c'est vrai que oui, on se plaint aujourd'hui de beaucoup de choses, mais je suis sûre que demain, on va regretter ces moments-là. Merci. C'est clair. Et c'est surtout, ça permet un peu de relativiser parce que très souvent, on entend souvent, ouais, ça se passe comme ça en France, mais c'est utile d'écouter Michael Bayard qui nous dit que la France en est arrivée, mais c'est le résultat d'un très long cheminement. Et voilà, et ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des avantages chez nous, on en profite, même si c'est vrai, on ne cracherait pas sur ce que l'argent, le business du football génère aujourd'hui en France, en Angleterre et un peu partout. Si ça pouvait arriver chez nous aussi, why not? Même si pour le moment, il faut qu'on y aille à notre rythme, à hauteur d'homme, comme on dit, et puis que tout le monde puisse finalement en profiter. Je ne sais pas si le professeur Sakho est avec nous. J'ai cru comprendre qu'il était là, même prof, si je... Prof Sarro, il a décroché parce qu'il est parti à une soutenance il y a à peu près un quart d'heure. Ah, ok. Bon, on aurait voulu l'écouter justement sur des questions à Sport Africa, notamment en dehors des aspects contrats légaux. Peut-on empêcher un joueur d'avoir des positions personnelles, si c'est ce qui pourrait représenter un sponsor? Voilà. Ou alors, de l'autre côté, est-ce qu'avec en légiférant au cas par cas, on risque de ne pas finalement se retrouver dans ce qu'on a vu dans l'arrêt Bosman, où toutes les barrières vont tomber, que chaque joueur puisse imposer ses propres convictions. Ça regroupe un peu la question également, l'interpellation de Marie Diallo, qui, par exemple, a parlé du cas de ces joueurs musulmans qui refuseraient de porter un maillot ou des numéros aux couleurs LGBT, notamment. Voilà, on aurait voulu bien sûr avoir l'éclairage du professeur Sakho, mais je ne sais pas si vous avez des avis sur ces questions. Sinon, on va essayer de conclure parce qu'on n'est pas très loin. On devait arrêter à 18h15. Mais là, je pense qu'on a légèrement dépassé. Avec votre permission, du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de refaire un dernier tour de table pour voilà les derniers aspects. Il y a une question, par exemple, on en a beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup parlé des joueurs. Et ils gagnent quoi finalement? On a parlé des joueurs qui refusent, mais quel est finalement l'intérêt dans ce rapport qui grandit encore et encore, que gagnent les joueurs dans ce partenariat média-annonceur football? Je voudrais peut-être m'adresser particulièrement à Walid et à Aruna qui, eux, travaillent pour des clubs. Walid, je vous en prie. Walid? Je vous en prie, Aruna.
Ah ben, Bon, merci. Aboubakri, qu'est-ce que gagnent les joueurs? Qu'est-ce que gagnent les joueurs? Le joueur, dans un premier temps, il est sous contrat avec un club pour une durée. Et dans le cadre de son contrat, il est stipulé qu'il y a, en plus d'être présent sur le terrain, des engagements sur les marques, des engagements donc, pour le club avec les marques. Et de ce fait, il doit faire dans une représentation collective. Donc, quand on parle de représentation collective, par exemple, quand on signe un partenariat avec une marque et qu'on doit utiliser un joueur, on doit utiliser au minimum 5 joueurs parce que là, on parle de représentation collective. Donc là, c'est comme un salarié qui, pour son entreprise, doit aller dans un salon avec d'autres collègues. Il est payé pour ça. Donc, il a un salaire qui, sur une partie, représente sa présence sur le terrain et l'autre partie représente justement ces événements spéciaux pour les marques qui sont partenaires du club. Et dans un second temps, le joueur qui, lui, a construit sa propre image de marque, rien ne l'empêche d'avoir des contrats ou des sponsors de son côté. Je cite l'exemple de Sadio Mané avec Oumou, qui est une marque que vous connaissez, peut-être certaines personnes connaissent cette marque-là, le distributeur. De fourniture informatique. Ouais. Informatique, tout à fait. Et donc aujourd'hui, Sadio Mané, quand il est avec son club, il fait des événements en lien avec les marques qui sont partenaires de son club. Mais il a aussi le droit, en tant que joueur et en tant que lui, aujourd'hui, marque, de travailler avec des sponsors. Donc, le joueur, quand il est au club, il est dans le cadre du club de son employeur. Donc, il répond aux exigences de l'employeur. Et il a aussi ce privilège de pouvoir trouver, par ailleurs, des marques partenaires. D'accord. Walid, surtout dans la même foulée, bon, on a parlé de ces exigences, mais c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui… un peu ce que disait Arona, si vous le permettez. Oui, allez-y. J'aimerais apporter une petite distinction entre les joueurs, entre en tout cas les engagements des joueurs vis-à-vis des clubs et des mêmes joueurs vis-à-vis de leur sélection nationale. Il y a une petite différence dans le sens où un club est un employé, est un salarié de son club, contrairement à lorsqu'il rejoint l'équipe nationale, où il n'y a pas de lien de subordination. Effectivement, il y a des cas où des chartes sont signées par les joueurs qui rejoignent la sélection et en contrepartie, ces joueurs sont tenus de respecter un certain nombre d'engagements, dont la participation aux activités marketing. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail de la chose juridique concernant le cas Mbappé, mais en ce qui le concerne, il a signé une convention à l'âge de 16 ou 17 ans lorsqu'il a rejoint la sélection la première fois, et ça l'engage jusqu'à 5 ans après la fin de sa dernière sélection avec les Bleus. Donc, sans vouloir défendre le joueur, mais les arguments pourraient tout à fait être défendables et entendables, sans parler du côté éthique qu'il a pu mettre en avant en disant que les valeurs de ces annonceurs ne correspondent pas à la personne qu'est Kylian Mbappé. Donc voilà, je voulais juste faire une petite comparaison entre les clubs et les sélections nationales par rapport aux engagements contractuels ou pas des joueurs en question. On devrait peut-être demander l'avis des joueurs maintenant avant de contracter avec les sponsors. Au niveau des clubs? Au niveau des clubs, pas du tout, je ne pense pas. Je pense qu'un joueur, dans le cadre de son contrat avec son club, il est tenu de respecter les engagements de son club, de son employeur, que ce soit d'un point de vue marketing, éthique ou autre. Maintenant, il y a une forme de bonne collaboration, de bon sens à mettre en place au niveau des clubs, mettre en place une stratégie de communication interne qui permette d'expliquer à ces joueurs quelle est la finalité de la chose. Et c'est aussi grâce à ces revenus que les joueurs
touchent des primes et des salaires assez élevés et que ça fait partie de la vie d'un club et d'un joueur, tout simplement. C'est exactement ça. C'est exactement ça et ça deviendra même un petit peu dangereux si on est amené à demander l'avis des joueurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que souvent les joueurs sont de passage dans les clubs et ne restent pas très longtemps. Et pourtant, on peut avoir des sponsors qui, pendant 20 ans, vont accompagner les structures clubs. Ouais, on va prendre l'avis d'Awa sur cette question parce que je sais qu'elle est concernée. Awa? Oui, merci beaucoup, Aboubakri. Moi, je suis assez d'accord. Je rejoins en fait le warning qui est ici posé sur le fait de demander à des joueurs leur avis. Je ne pense pas que ce soit, à mon avis, la bonne approche. Cependant, je pense qu'il faut qu'on ait une approche, on va dire, holistique et qu'on ait cette intelligence de la situation qui est, comme le disait très justement Michael, de garder en fait cette dimension, en tout cas humaine, ou cette dimension relationnelle extrêmement importante. Tout à l'heure, Walid parlait de cette communication interne, mais moi je dirais même plus, Walid, et c'est ce que nous avons compris, bon, pour l'instant ça se passe excellemment bien au niveau du Sénégal, notamment avec les Lions de la Teranga, pour lesquels à chaque veille de campagne, nous nous déplaçons, nous les rencontrons et nous leur présentons en fait les campagnes que nous mettons en œuvre et nous valorisons en fait finalement le reason why de toute la campagne. On leur explique en fait la stratégie, pourquoi nous avons fait ça, quel est le storytelling ou l'histoire que nous racontons. On valorise aussi leur image parce que c'est ça en fait finalement la communication. Et il faut bien qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, quand ils ont un sponsor aussi fort, toute modestie mise à part, avec le savoir-faire communicationnel, les outils de communication, c'est quelque part aussi une façon de valoriser, de créer de l'engouement auprès du public. Sans un sponsor fort qui investit dans une campagne de communication forte qui permette aujourd'hui de créer cette attractivité-là, il manquera quelque chose. Aujourd'hui, à chaque veille de campagne, notamment sur des Coupes d'Afrique des Nations ou des CAN, on essaie de travailler en tout cas sur des messages fédérateurs pour pouvoir accompagner le public et les supporters et bien évidemment valoriser cette équipe nationale. Et à chaque fois, nous recevons en fait un écho extrêmement favorable. J'en veux pour preuve la dernière campagne sur la Coupe d'Afrique des Nations, où on est arrivé avec un message fort qui était de dire « Sunu Yéné ». Vraiment, notre désir le plus profond, nos prières les plus ardentes seraient que vous puissiez gagner en fait cette coupe-là. Et on a développé, mais vraiment une campagne 360 degrés qu'on a eu le plaisir de présenter donc aux joueurs. Idem quand nous venons pour des séances de shooting, quand nous venons pour de la captation, voilà, tout ce que nous faisons aujourd'hui, les petites capsules qu'on voit un peu sur le digital. Donc, tout ce dispositif communicationnel-là qui finalement, même si effectivement on est vraiment dans un win-win project, les joueurs comprennent bien en fait le pourquoi de la chose. Après, oui, on n'a pas des grandes stars qui peuvent se prévaloir bon, avec tout le respect que j'ai pour ces dernières, mais aujourd'hui, il est important aussi que les annonceurs expliquent aussi, au-delà de la fédération, expliquent aux joueurs aussi ce qu'elles sont en train de faire, en donner aussi le sens pour pouvoir gérer la proéminence après derrière de toute l'action qui est ainsi faite. C'est ce que je voulais partager. Donc, continuons en tout cas à construire ensemble. On l'a dit tout à l'heure, c'est un écosystème. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter donc à la question qui nous est posée ici ce soir dans ce magnifique webinaire. On a parlé de médias, de football, mais j'avais envie de dire, j'aurais rajouté moi, médias, sponsors et football. Parce que finalement, c'est toute une famille, c'est tout un écosystème, c'est tout un système qui permet aujourd'hui d'atteindre en fait les objectifs communs que nous nous fixons et continuons de réfléchir ensemble et d'avoir cette intelligence situationnelle-là pour que chacun puisse finalement y trouver son compte. Voilà, Aboubakri, ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup. Madame, du coup, on va terminer par les deux journalistes. Et il y a question toute trouvée. Là. Les deux journalistes du panel, c'est Mme Fatou Ndoye, journaliste à TFM, et Michael Bayard, qui est journaliste à Prime Sport. Bon, on a parlé des autres aspects. L'autre aspect, c'est pour les médias, finalement. On a presque envie de poser la même question. Qu'est-ce que les médias gagnent dans ce partenariat? Quels sont les risques aujourd'hui auxquels font face les professionnels de l'information? On entend souvent dans les rédactions, dans les maisons de presse que désormais la rédaction, les journalistes sont en train de perdre la main au profit du service commercial, parce que c'est le service commercial finalement qui est in fine en train
de faire l'agenda de la rédaction en termes de contrats signés, en termes de produits à mettre en avant. Manfatou ou Michael, hein, la parole à qui veut la prendre, est-ce que c'est comme disait Awa tout à l'heure, est-ce qu'il y a raison d'activer un warning du côté des professionnels de l'information que vous êtes? Honneur aux dames, si Manfatou. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas malheureusement, mais c'est la réalité du marché aussi. Les entreprises travaillent aussi pour générer des bénéfices, que ce soit une entreprise comme Orange ou un groupe de médias, par exemple, comme celui dans lequel je travaille, le groupe Futur Média. Et aujourd'hui, quand on dise dans un pays comme le Sénégal où le marché publicitaire, et c'est ce qu'ils nous disent, parce que moi, je ne suis pas vraiment en contact avec ces chiffres-là, est très réduit. Oui, il faut peut-être aussi parfois privilégier, entre guillemets, ce qui marche. Aujourd'hui, l'équipe nationale, pour parler très trivialement, marche mieux. Ce qui a trait à l'équipe nationale, au Lyon, est plus facilement vendable. Mais il y a un travail aussi que nous devons faire par rapport, je ne sais pas, ce n'est pas par rapport à une question d'éthique ou de déontologie, mais c'est par rapport aussi à une question d'aspiration. Peut-être aujourd'hui, c'est à nous aussi, en tant que journalistes, de travailler sur ces médias locaux. On ne va pas couvrir peut-être des matchs en direct, mais on peut travailler de telle sorte à ce que ce football local ait plus de visibilité. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un peu plus orienté. Les débats, les plateaux sur les matchs de qualification de l'équipe nationale vont être plus vendeurs que, voilà, aujourd'hui, un match, je ne sais pas moi, je vais raconter n'importe quoi, Stade de Mbourg, Petite Côte, Stade de Mbourg, oui, Mbourg, Petite Côte. Mais comme je dis aujourd'hui, en fait, il y a une forme de révolution lente qui est en train de se mettre en place, qui oblige plus ou moins même les médias à se mettre à l'ordre du jour. Les clubs sont en train d'impulser quelque chose. Aujourd'hui, peut-être ce qui manque, c'est juste, comme le disait tout à l'heure Awa, c'est une offre. C'est la manière de structurer tout ça afin que aussi bien médias, clubs puissent s'y retrouver, parce qu'il y a un point qu'a souligné Arona et qui est en train de revenir aussi dans notre football, c'est le public. Donc, il y a quelque chose à vendre parce qu'il y a des gens qui certainement sont intéressés à l'acheter. Mais maintenant, nous, notre travail de journaliste, nous devons continuer de le faire, quelles que soient les contraintes. Et ça, peut-être, c'est une question plus de volonté personnelle que de volonté collective. Donc, moi, c'est un peu ma réflexion là-dessus. Merci beaucoup, Manfatou. On va terminer par Michael Bayard. Merci beaucoup de me donner une dernière fois la parole. Moi, je voulais juste dire qu'effectivement, aujourd'hui, les joueurs, notamment en Europe, sont devenus de telles stars que, comme je disais tout à l'heure, les avoir juste en interview devient un événement. Donc, l'événement, ce n'est pas ce qu'ils vont dire quand on a Cristiano Ronaldo, Messi, c'est ce qu'on va avoir. C'est le fait de les avoir à l'image associé à notre média. Ça fait une information. Mais on ne peut pas, comme disait Manfatou, on a un travail de journaliste à faire, on ne peut pas se satisfaire de ça, de ce que veulent bien nous donner les clubs, parce que les clubs ont une communication à sens unique, et c'est logique. Moi, j'ai travaillé dans un club, on ne parle pas de ce qui fâche. Et les médias doivent toujours avoir l'initiative de ce dont on doit parler, puisque les médias sont le représentant aussi du peuple, le représentant des supporters. Et n'oublions pas que le football est un sport passionnel. Et la passion, ce n'est pas de la raison. La passion, c'est des gens pour, des gens contre, des gens qui, à la machine à café, comme on dit le lundi matin, eh bien, s'empoignent gentiment pour parler de leur club, de leurs nouvelles, etc. Donc, ça ne peut pas être une communication à sens unique. Le football, c'est à minima une dualité ou une pluralité d'opinions. C'est ce qui fait toute la force et le charme du football. Donc, on ne peut pas avoir juste une communication orchestrée ni par les clubs et ni ensuite que par les sponsors, puisque le football ne peut pas être que publicité non plus pour les téléspectateurs. C'est normal que les sponsors aient leurs activations avec les joueurs. D'ailleurs, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur Mbappé, parce que Mbappé, c'est tout sauf un caprice, c'est quelqu'un de très réfléchi. Ça fait 3 ans que cette situation, il en discute avec la fédération qui fait la sourde oreille, donc il a décidé de passer à l'action. Et puis Mbappé, au-delà du fait de l'identité des sponsors, ce qui le gêne aussi, et
on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait de toujours figurer parmi les 5 minimums qui doivent aller faire l'activation avec le sponsor. J'imagine qu'au Sénégal, c'est pareil. Il n'y a pas un sponsor qui veut faire une publicité sur les Lions de la Teranga avec 5 joueurs où il n'y aurait pas Sadio Mané dedans. Eh bien, c'est ça en fait. Et les autres joueurs sont payés autant qu'Mbappé. Donc, voilà, pour faire cette petite parenthèse. Mais ce que je voulais dire, c'est que les médias doivent continuer d'exister et de représenter la pluralité de l'opinion. Le foot ne peut pas être une communication comme un parti politique et parfois on en prend un peu le chemin. Voilà, merci, merci beaucoup. Non seulement les médias doivent exister, mais peut-être même pour profiter de l'opportunité parce que Mamfatou Ndoye a parlé tout à l'heure du football au Sénégal, mais dans les relations football-média, j'ai presque envie de dire que son média actuel était à la base un média sportif parce que il y a eu à la faveur de la qualification des Lions à la Coupe du Monde en 2001 pour la Coupe du Monde 2002. Sport FM était dans ce Sport FM qui est devenu plus tard RFM, et puis derrière TFM et tout le groupe à succès qu'on connaît aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était un précurseur. Il y a eu les médias, la presse, il y a eu Stade, Record, avec plus ou moins le succès qu'on connaît aujourd'hui. Oui, il y a encore, je pense, de l'opportunité, des niches comme ça à aller chercher pour les médias dans le rapport, bien sûr, avec le football au Sénégal. En tout cas, je dis souvent à des amis français qu'il y a plus de quotidiens sportifs au Sénégal qu'en France. Voilà, donc, je vais vous dire un petit peu si ça bouge, ça peut bouger des médias, radio, télé qui seront 100% sport, on l'espère, parce que histoire de surfer peut-être sur la bonne dynamique des Lions. En tout cas, merci infiniment à tous. Merci à Aruna Diarra, on l'a rappelé, commercial B2B pour le stade Rennais. Merci à Madame Awagnan, qui est chef du département communication à Orange, à Mamfatou Ndoye, qui est journaliste à TFM, Michael Bayard, journaliste à Prem Vidéo, Walid Bouzouba, qui est donc le directeur marketing du club Raja Casablanca, qui est qualifié d'ailleurs pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, même s'ils doivent jouer un dernier match demain contre Sétif pour déterminer. Quart de finale, mon cher Aboubakry. Voilà, donc voilà, je vous suis parce qu'on était ensemble. Merci en tout cas à tous. Vous permettez juste de garder quelques minutes parce que je vais peut-être inviter Djamil Faye à prendre la parole parce que c'est que il y a Pape Diouf, cet hommage rendu à Pape Diouf, mais c'est surtout par rapport à la pérennisation de cette action, à la préservation de ce que je pourrais appeler encore une fois l'héritage Pape Diouf. Nous parler un peu de tous les projets qui entourent justement cet hommage. On est à la 2e édition. J'ai eu la chance de participer aux 2 pour que Djamil puisse rapidement nous parler et informer tout le monde sur ce panel de ce qui va être fait par rapport à l'avenir. Djamil, si tu es là. Oui, merci beaucoup Aboubakry, merci à tous les panélistes. C'est vrai qu'on a débordé, mais c'est un sujet bateau et je pense qu'on aurait pu être là encore jusqu'à 22h et vraiment vous remercier ceux qui ont été avec nous. On a perdu parce que je pense que les gens avaient d'autant d'engagement, mais il y en a qui sont restés jusqu'au bout. Remercier ceux qui étaient aussi sur les 2 pages Facebook pour suivre. On a eu des difficultés au départ pour la page Facebook, mais en cours de session, ça a pu être rétabli. Donc, voilà, moi je pense que déjà, avant de parler des initiatives, je trouvais que ce sujet-là, on peut le toucher sur plusieurs angles. Et j'ai en tout cas bien pris note sur une des relances de Madame Awagnan, que tu parlais un peu du triangle, en fait, médias, sponsoring et football.
Et je pense qu'on peut y rajouter la notion la notion légale de contrat et tout ce qu'on veut. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on sera forcément amené à réfléchir parce que nos clubs africains en ont besoin, nos fédérations en ont besoin. Et je pense qu'il faut que nous continuions d'apprendre ce qui a été dit ici à droite, à gauche. On voit en fait ce qui se fait en France avec Aruna, avec Michael Bayard et en tout cas les différences qu'il y a en Afrique entre ce que Walid vit au Maroc et ce que Mamfatou a relaté sur le Sénégal, qui montre que les écarts sont encore énormes et il va falloir créer cet écosystème, créer de nouveaux modèles économiques et que les clubs acceptent de bouger, les fédérations acceptent de bouger entre les lignes pour que le football soit un véritable business en Afrique et que ça puisse profiter à tout le monde. Parce que je suis sûr que si ça devient un véritable business, je pense qu'il y en aura d'autres qui viendront bousculer Orange. Et des fois, je me dis même Orange sont quand même très courageux de venir mettre leur argent dans le football parce que quand j'étais président de club, souvent j'étais dans ces bagarres-là parce que je ne comprenais pas qu'on puisse être des entreprises et qu'on se refuse de chercher des profits, qu'on se refuse d'innover, d'aller de l'avant, de satisfaire le partenaire et de le faire revenir en courant. Je pense que ça, on aura l'occasion de continuer à y travailler. Donc, fin juin, normalement, on essaie de faire pour la première fois une conférence hybride. Donc, peut-être sur Dakar, parce que c'est plus simple la logistique. Et on avait eu le questionnaire sur la dernière fois où il y avait des recommandations de thèmes. Donc, on va y travailler pour être sur des thèmes, en tout cas, utiles. Et sur l'initiative pour Pape Diouf, forcément, on avait dit à la fin de l'année, on espère en tout cas de remettre les premiers prix du prix Pape Diouf, excusez-moi de la répétition, pour le journalisme et forcément le journalisme sportif. Et deuxième chose aussi qu'on a voulu de se rapprocher un peu plus de la fondation Pape Diouf et de faire des actions avec eux et en tout cas continuer à faire grandir cette initiative et je pense que c'est un devoir de mémoire. Voilà, merci encore une fois à tout le monde. C'était absolument intéressant. Personnellement, j'ai pris beaucoup de notes et je suis sûr que ça va me servir dans ma vie professionnelle. Donc, encore une fois, merci et peut-être faire la photo pour les réseaux sociaux avec le sourire de tout le monde et puis on vous libère. Et encore merci d'avoir accepté de déborder pour le temps qui était alloué. Merci encore. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et bonne soirée. Merci, Jamil. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonsoir à tous. À bientôt.